Dans cette série de 2 vidéos et à travers les problématiques non résolues les plus importantes de la physique moderne, on va parler de gravité, de matière noire et d'énergie noire, et de leur rapport avec le champ de Higgs. L'objectif est d'arriver à avoir une explication intuitive de ces phénomènes et du lien qui les unit. Dans cette première vidéo, on va aborder les mêmes notions que la vidéo précédente qui a le même titre, comprendre la gravité mieux qu'Einstein, avec des modifications mineures, et un son que j'espère de meilleure qualité. Dans un deuxième vidéo, et comme promis, on va voir comment la nouvelle compréhension de la gravité, qu'on va développer dans cette vidéo, nous permettra de proposer une explication intuitive de la matière et de l'énergie noire. Les problématiques. Dans un premier temps, on va essayer de rappeler brièvement les principaux défis de la physique moderne et d'avoir une explication plus intuitive de la gravité et de son rapport avec la masse et la vitesse de la lumière, puis on va essayer de voir comment cette compréhension nous permettra d'avoir une explication intuitive de la matière et de l'énergie noire. Le principal problème de la relativité générale, qui est la théorie actuelle de la gravité, est qu'elle nous donne une image statique de la gravité et n'explique pas comment la force de la gravité se transmet. Autrement dit, la relativité nous explique que la masse courbe l'espace-temps, mais il n'explique pas comment la masse agit pour courber l'espace-temps. D'autant plus que la notion de l'espace-temps, qui est la base de la relativité générale, est une notion non intuitive et ressemble plus à une construction mathématique qu'une réalité physique. Certaines théories de la physique quantique essayent d'introduire une particule élémentaire appelée gravitant pour expliquer la dynamique de la transmission de la gravité sans succès jusqu'à présent. L'autre problème de la relativité générale est qu'elle semble en déconnexion totale avec la physique quantique, la branche de physique qui explique le mieux le comportement des particules élémentaires, et qui a la réputation d'être la théorie la plus validée expérimentalement. Et on a aussi la vitesse de la lumière, qui s'invite partout dans les équations de la physique, quelle que soit à l'échelle de la relativité générale, ou à l'échelle de la physique quantique, ou au niveau de l'étude des trous noirs. C'est la seule constante qui semble unifier les 2 branches de la physique, témoigne que derrière cette constante, il existe une réalité physique plus profonde qu'une simple constante arbitraire de la physique. La problématique de la matière noire aussi qui a été soulevée depuis des décennies, lorsque les physiciens ont constaté que les étoiles tournent autour du centre des galaxies à une vitesse supérieure à celui prévu par les équations de la gravité, en tenant compte de la masse visible des galaxies semble une énigme irrésoluble de la physique moderne. Pour expliquer cette vitesse supplémentaire, les physiciens ont postulé l'existence d'une masse supplémentaire, non visible par nos moyens traditionnels, et qu'elle n'émet aucun type de radiation détectable par les moyens traditionnels. C'est pourquoi on l'a appelée matière noire. Rappelons que, selon la relativité générale, une vitesse orbitale supplémentaire est le résultat d'une courbure supplémentaire de l'espace-temps. Le concept d'énergie noire également constitue une autre énigme de la physique moderne, et qui découle d'une observation empirique que l'éloignement des galaxies l'un de l'autre s'accélère, contrairement aux prédictions des équations qui prévoient un ralentissement de vitesse de l'expansion sous l'effet de la gravité. Pour expliquer les causes de l'accélération de cette expansion, les scientifiques ont postulé l'existence d'une énergie répulsive, nommée énergie noire, pour désigner la quantité de l'énergie nécessaire à l'explication de cette expansion accélérée de l'univers. L'équation. À la base des idées qu'on va développer, il y a une transformation de l'équation de la vitesse de libération qui nous aidera à proposer une explication plus intuitive de ces phénomènes. L'objectif de la démonstration mathématique qui s'ensuit est de prouver que le raisonnement et les solutions que nous allons voir plus tard ne sont pas arbitraires, et qu'il découle d'une transformation mathématique de la vitesse de libération. L'équation n'est pas vraiment compliquée et repose seulement sur 2 notions traditionnelles de la physique, soit la vitesse de libération, qui indique la vitesse nécessaire pour échapper à la gravité d'un corps massif. Pour la Terre, par exemple, cette vitesse est un peu plus de 11 km par seconde, et sa formule est racine 2, 2,
G, M sur R. Et la dilatation gravitationnelle du temps, qui présente la proportion d'écoulement du temps sous l'influence gravitationnelle d'un corps massif, par rapport à l'écoulement du temps sans influence gravitationnelle. Par exemple, une valeur de 0,75 veut dire que lorsqu'un astronaute passe un an dans l'espace, loin de toute influence gravitationnelle, son jumeau passe seulement 9 mois sur l'astre qui engendre la gravité. Sur Terre, la différence est minime, mais il est assez important pour fausser notre système de GPS si on ignore cet effet. Et sa formule est racine de 1 moins 2G M sur R C carré. Voici l'équation qui permet de réécrire la vitesse de libération en fonction de la dilatation gravitationnelle du temps et de la vitesse de la lumière. Soit V, la dilatation gravitationnelle du temps, et C, la vitesse de la lumière, et L, la vitesse de libération. La vitesse de libération L est égale à C fois 1 moins V facteur 1 sur racine de 1 moins V au carré, facteur de 1 plus V. Et voici la démonstration. Soit L est égal à C fois 1 moins V facteur 1 sur racine de 1 moins V au carré, facteur de 1 plus V. On peut transformer la fonction pour mettre L égale à 1 moins V facteur de 1 plus V facteur de 1 sur racine de 1 moins V au carré. Ce qui nous donne 1 au carré moins V au carré facteur de 1 sur racine de 1 moins V au carré. Ce qui nous donne racine de 1 moins V au carré fois racine de 1 moins V au carré sur racine de 1 moins V au carré. Si on simplifie, on obtient racine de 1 moins V au carré. Si on remplace le V par sa valeur, soit racine de 1 moins 2gm, ce qui nous donne racine de 1 moins 1 plus 2gm sur RC au carré. On peut simplifier par plus 1 des moins 1, et le C à l'extérieur de la racine, et le C au carré à l'intérieur de la racine, pour retrouver notre équation traditionnelle de libération, soit racine de 2gm sur R. Les hypothèses. Voici 3 hypothèses qui vont nous permettre d'interpréter notre équation transformée de la vitesse de libération et qui peuvent nous aider à avoir une compréhension plus intuitive de la gravité. 1. En plus de la dimension temporelle, notre univers est un univers en 4 dimensions spatiales, 3 dimensions ordinaires et une dimension très petite, soit à échelle quantique, comme une feuille très mince principalement en 2 dimensions, avec une 3e dimension très petite, notre univers, et un univers en 4 dimensions, 3 dimensions ordinaires et une dimension très mince, donc à échelle quantique. Il faut savoir que cette hypothèse est déjà prévue par la théorie des cordes, mais pour 7 dimensions supplémentaires et non pas une seule. 2. Dans le vide, notre espace en 3 dimensions, avec une dimension à échelle quantique, se déplace à la vitesse de la lumière dans la 4e dimension. Cette hypothèse également est prévue dans la relativité générale qui stipule que lorsqu'un objet est immobile dans l'espace, sa vitesse dans l'espace-temps est égale à la vitesse de la lumière. 3. Le boson de Higgs occupe l'espace dans la 4e dimension, et à l'interaction avec le boson de Higgs, les particules massives qui occupent l'espace ralenti, et traînent avec eux l'espace. Le degré de ralentissement dépend de la quantité des particules massives qui occupent l'espace. Donc plus il y a des particules massives par unité d'espace, plus l'espace en 3 dimensions ralentit dans la 4e dimension. L'espace étant élastique, selon la définition de la relativité générale, ralentit à son tour et se courbe dans la 4e dimension. Pour donner une image plus intuitive de ce phénomène dans notre espace de 3 dimensions, on peut imaginer un univers en 2 dimensions, avec une 3e dimension à échelle quantique, qui se déplace dans un univers en 3 dimensions, donc un univers comme une filet géante en 2 dimensions, avec une 3e dimension très mince à échelle quantique, qui se déplace à la vitesse de la lumière dans notre univers ordinaire en 3 dimensions. Si on met une masse sur le tissu spatial en 2 dimensions, elle va interagir avec l'air, l'équivalent du champ de Higgs dans la 4e dimension, et la partie du tissu contenant la masse va ralentir, et puisque le tissu spatial est élastique.
Donc on peut constater que notre espace en 2 dimensions se courbe dans la 3e dimension comme se courbe l'espace en 3 dimensions, avec une dimension à échelle quantique dans l'espace en 4 dimensions. Une sous-hypothèse qui découle de cette hypothèse est que l'écoulement du temps dans un endroit de l'espace est proportionnel à la vitesse à laquelle cet endroit se déplace dans la 4e dimension. Donc la dilatation du temps découle du ralentissement du déplacement de l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension, ce qui nous permet de relier la gravitation, qui est le ralentissement de déplacement d'un astre dans la 4e dimension, et la dilatation du temps. Donc, selon cette hypothèse, notre univers est un univers en 3 dimensions, avec une 4e dimension, à échelle quantique, qui se déplace dans un univers en 4 dimensions, la vitesse de notre univers dans la 4e dimension et la dilatation gravitationnelle du temps sont proportionnelles. Donc, multiplier la dilatation gravitationnelle du temps par la vitesse de la lumière nous donne la vitesse de notre univers dans la 4e dimension. Donc, la vitesse d'une partie de l'univers dans la 4e dimension est égale à V fois C avec V, la dilatation gravitationnelle du temps soit, racine de 1, moins 2, G, M, sur, R, C carré, et C, la vitesse de la lumière. Après simplification de cette équation, on arrive que la vitesse de notre univers dans la 4e dimension est égale A, racine de C, au carré moins 2, G, M, sur, R. Pour la matière et l'énergie noire, on aura besoin d'introduire une hypothèse supplémentaire qui stipule que notre espace vide lui-même interagit avec le champ de Higgs, exactement comme l'interaction de la masse avec le champ de Higgs, mais avec une intensité beaucoup plus faible. Cette hypothèse nous servira plus tard pour l'explication de la matière noire et l'énergie noire, donc on va la laisser à côté maintenant. On passe maintenant à la validation et l'explication de la transformation de la vitesse de libération et la redéfinition de la gravité. D'après les hypothèses qu'on a développées, on pourrait définir la gravité comme étant le ralentissement de la partie de l'espace en 3 dimensions avec une dimension à échelle quantique ayant une masse dans la 4e dimension. Pour se libérer de ce ralentissement ou accélération négative, il faut faire une accélération positive, à la même vitesse mais dans le sens contraire. Autrement dit, pour se libérer de la force gravitationnelle d'un objet massif, il faut se déplacer dans le sens contraire du ralentissement à la même vitesse que le ralentissement. Et puisqu'on a pu calculer la vitesse de notre univers dans la 4e dimension qui est proportionnelle à la dilatation gravitationnelle du temps soit V fois C, on pourrait calculer le ralentissement soit C, moins V fois C, ou C facteur, de 1 moins V. Donc se déplacer à la même vitesse soit C facteur de 1 moins V. Dans le sens contraire du ralentissement nous permettra théoriquement de s'échapper à la gravité d'un corps massif. Sauf qu'il faut faire 2 ajustements pour avoir l'effet escompté. Premier ajustement, le fait que la 4e dimension de notre univers est quantique ne nous permet pas d'accélérer dans le sens contraire du ralentissement de l'espace. Puisqu'on pourra se déplacer seulement dans nos 3 dimensions traditionnelles qui sont, par définition, perpendiculaires par rapport à la 4e dimension. Donc, pour avoir le même effet en allant dans les 3 autres dimensions, il faut avoir plus de vitesse, donc il faut aller plus vite. Lorsque la gravité tend vers 0, la courbure de l'espace dans la 4e dimension est presque nulle, et le 4e dimension est perpendiculaire à nos 3 dimensions ordinaires, et l'ajustement nécessaire tend vers le double donc, la vitesse nécessaire tend lui aussi vers le double. Mais cet effet diminue à fur et à mesure que la gravité augmente, car la gravité qui courbe l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension nous permet d'utiliser cet effet pour aller partiellement dans le sens contraire du ralentissement. Et l'ajustement nécessaire tend vers 0 lorsque la gravité tend vers l'infini, donc lorsque la vitesse de notre univers en 3 dimensions, dans la 4e dimension, tend vers 0. On voit clairement que cet effet peut être traduit mathématiquement par un plus V, car la dilatation du temps est parfaitement proportionnelle à la gravité. Exemple visuel.
Pour avoir une visualisation plus intuitive de l'ajustement nécessaire, il faut toujours se référer à l'image d'une feuille géante en 2 dimensions qui se déplace dans un espace en 3 dimensions à la vitesse de la lumière. Si une partie de la feuille géante subit un ralentissement à cause de la masse qui engendre la courbure de la partie de feuille proche de cette masse, on ne peut pas aller dans le sens contraire du ralentissement de la feuille, puisque par définition, on pourra se déplacer seulement en 2 dimensions dans une feuille. Mais la gravité qui courbe la feuille dans la 3e dimension nous permet de profiter de cette courbure pour diminuer l'ajustement nécessaire et se déplacer partiellement dans le sens contraire du ralentissement. Donc, on aura besoin de moins d'ajustement lorsque la gravité est importante, et on aura plus besoin d'ajustement lorsque la gravité est très importante, donc lorsque le V est égal à 0. Deuxième ajustement. Le deuxième ajustement est 1 sur racine de 1 moins V au carré, avec la petite v égale la vitesse de notre univers dans la 4e dimension sur la vitesse de la lumière, et cet ajustement est nécessaire pour tenir compte que notre temps relatif est en accélération, et que cette accélération est proportionnelle à la vitesse v de notre univers, en 3 dimensions dans la 4e dimension. Donc la vitesse de libération doit être ajustée en conséquence, puisque l'accélération est dans un univers en mouvement à la vitesse v. Donc son temps est en dilatation par rapport au temps original, sans vitesse v. En conclusion, la transformation de la vitesse de libération peut s'écrire de la façon suivante. C fois 1 moins v, qui indique le ralentissement de notre univers dans la 4e dimension. 1 sur racine de 1 moins v au carré, qui indique l'ajustement nécessaire pour tenir compte que la vitesse d'ajustement est une vitesse dans un univers en déplacement, à la vitesse grand V, soit la dilatation gravitationnelle du temps, fois la vitesse de la lumière, et que son temps est dilaté à cause de cette vitesse. 1 plus V, c'est l'ajustement nécessaire pour tenir compte de degrés de courbure de l'espace, ce qui indique le degré de l'ajustement nécessaire pour tenir compte qu'on peut aller que partiellement dans le sens contraire du ralentissement de l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension, et que si la gravité est très importante, donc le V est faible, on pourra diminuer l'ajustement car notre espace est fortement courbé dans la 4e dimension. Conclusion. La relativité générale permet d'avoir une description statique de la gravité, alors que cette compréhension permet d'avoir une description dynamique de la gravité et permet de comprendre comment la gravité agit pour courber l'espace et dilater le temps. Donc la gravité n'est plus la courbure de l'espace-temps, mais la courbure de l'espace en 3 dimensions plus une dimension à échelle quantique. Dans la 4e dimension, cette courbure est causée par le ralentissement de la vitesse de l'espace, contenant un corps massif, dans la 4e dimension, à l'interaction avec le boson de Higgs, ce qui ralentit simultanément le temps relatif de cet espace, puisque l'écoulement du temps est par définition proportionnel à la vitesse de l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension. Elle nous permet également de faire le pont entre la gravité et la physique quantique à travers la 4e dimension, qui est une dimension à échelle quantique dans notre univers. En plus du rôle primordial que joue le boson de Higgs dans la gravité dans cette compréhension, qui remplace le fameux intermédiaire de gravité tant recherché, le gravitant. Elle permet aussi de dissocier le temps de l'espace dans la relativité générale à travers l'introduction de la 4e dimension en plus de la dimension temporelle. Une compréhension beaucoup plus intuitive que la notion de l'espace-temps notion longtemps réclamée par la relativité générale. Cette façon de comprendre la gravité nous permet aussi de comprendre pourquoi la vitesse de la lumière est si importante dans la physique et pourquoi il est si présent partout dans les équations de la physique. La vitesse de la lumière n'est plus une constante arbitraire de la physique, mais la vitesse à laquelle notre univers, en 3 dimensions avec une 4e dimension, à échelle quantique, se déplace dans la 4e dimension, dans le vide. Ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi la gravité et les ondes gravitationnelles se transmettent à la vitesse de la lumière. Également l'hypothèse que la vitesse de notre univers dans la 4e dimension est proportionnelle au rythme d'écoulement du temps,
ou ce qu'on appelle la dilatation du temps, nous permet de relier les deux phénomènes qui dilatent le temps, soit la gravité et la vitesse, à la vitesse de la lumière, et nous permet d'expliquer le rapport entre la dilatation du temps et la vitesse de la lumière. Donc, en règle générale, pour ces deux phénomènes, les équations nous permettent de vérifier que le carré de la vitesse de la lumière est égal au carré de la vitesse d'un corps dans notre univers en 3 dimensions, plus le carré de la vitesse de l'espace, dans lequel ce corps est confiné dans la 4e dimension. Pour la dilatation du temps due à la vitesse, la dilatation du temps égale racine de 1 moins v sur c au carré. Donc, tel que stipulé dans nos hypothèses, multiplier la vitesse de la lumière par la dilatation du temps nous donne la vitesse de notre corps et de l'espace y rattachés dans la 4e dimension. Donc soit grand V, la vitesse de notre univers, dans la 4e dimension égale AC, la vitesse de la lumière, fois racine de 1 moins V sur C au carré. Donc la vitesse de la lumière au carré égale V au carré plus C fois racine de 1 moins V sur C au carré, le tout au carré. Ce principe est valable aussi pour le deuxième type de la dilatation du temps, soit la dilatation gravitationnelle du temps. Donc le carré de la vitesse de libération plus le carré de la vitesse de notre univers dans la 4e dimension est égal le carré de la vitesse de la lumière. Donc soit V, la dilatation gravitationnelle du temps, est égale à racine de 1 moins 2G m sur R C au carré. Donc la vitesse de notre univers dans la 4e dimension est égale à C fois racine de 1 moins 2G m sur R C au carré. C au carré est égal à C fois racine de 1 moins 2G m sur R C carré le tout au carré, plus racine de 2G m sur R le tout au carré. À la fin de cette vidéo, on voit que cette compréhension de la gravité apporte des réponses à des questions centrales, comme est-ce que la gravité est une force fondamentale ou une manifestation d'une interaction fondamentale, et c'est quoi le mécanisme de transmission de la gravité? Et met fin à des spéculations comme l'existence de gravitants et confirme par contre autres hypothèses, comme l'existence d'au moins d'une dimension spatiale supplémentaire. Ça permet également de trouver un rapport entre relativité générale et physique quantique à travers cette 4e dimension à échelle quantique et le champ de Higgs qui intervient dans le mécanisme de gravité en plus de son rôle quantique de manifestation de la masse. Dans une deuxième vidéo, on va voir comment cette compréhension nous permet également de trouver une piste de solution pour la matière noire et de l'énergie noire.